Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, merci d'être présents à distance. Alors, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021. Évidemment, la santé pour vous et vos proches. Une année très importante pour l'automobile puisque c'est une année charnière. On a déjà vécu une année assez chaotique l'année dernière avec beaucoup de changements, notamment sur la mobilité et puis les nouvelles énergies. Alors, ce n'est plus un épiphénomène, vous savez, tout ce qui se vend en termes d'électrique, en termes d'hybride. C'est devenu une vraie tendance, y compris dans les flottes qui sont d'ailleurs souvent en avance par rapport à ce que connaît le grand public. Aujourd'hui, on va en débattre bien sûr avec tous nos invités. 4 rendez-vous ce matin jusqu'à midi pour cette web TV sur l'Agora Live Mobility que vous suivez fidèlement et je vous en remercie, consacré à mieux gérer sa flotte et sa mobilité, technologie, énergie et services. Vous voyez, un vaste programme et j'imagine que vous avez aussi beaucoup de questions à nous poser, à poser aussi à nos invités. Vous avez la possibilité de le faire et Laurent Courtois, à la fin de chaque intervention, donnera vos questions. On essaiera d'y répondre ici et même au-delà si évidemment il y a beaucoup de questions. Alors nous serons notamment avec Total, Nissan jusqu'à midi et puis notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est Raphaël Dinelli. Raphaël Dinelli qui est un navigateur, un marin qui a fait plusieurs Vendée Globe Challenge, il en a fait 3, mais vous verrez c'est très intéressant parce qu'il pilote aujourd'hui des avions et il utilise des nouvelles technologies, on en parlera, technologie hybride et puis le solaire. Donc quelqu'un de passionnant avec qui vous aurez l'occasion de discuter. On commence avec nos premiers invités. Fabien Noël, vous êtes directeur des ventes corporate Jaguar Land Rover France. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis par visio, nous sommes avec Olivier Valado. Bonjour Olivier, Mobility Manager chez Natixis Group. Est-ce que vous nous recevez bien? Tout va bien pour vous? Oui, très Alors, bien, très bien. on va commencer avec vous, Fabien Noël, sur le thème, première thématique de cette Web TV, véhicules électriques et hybrides rechargeables, comment gérer et planifier au mieux l'électrification de son parc? Alors avant de répondre à cette question qui intéresse tous ceux qui vous regardent ce matin, juste un point sur Jaguar Land Rover, son implantation en France, comment s'est passé le marché 2020, alors marché très particulier, on sait que les ventes ont chuté de 25%, comment vous êtes comporté sur cette année 2020? C'est vrai que 2020 a été une année très, très spéciale aussi pour Jaguar Land Rover. Alors pour mettre quelques chiffres, c'est intéressant, Jaguar Land Rover, donc France distribue les deux marques, Jaguar et Land Rover, deux marques connues premium sur le segment. On a, je dirais en année normale, on a l'ambition de distribuer entre 12 et 13 000 véhicules. Donc c'est vrai que sur l'année 2020, on n'a pas échappé à la règle de cette décroissance des immatriculations eu égard au contexte. La bonne nouvelle pour nous, c'est que ça va être l'objet sûrement de nos échanges, c'est qu'on a un carnet de commandes qui s'est reconstitué, surtout sur la fin de l'année. Toutes les phases qu'il y a eu à post-déconfinement ont été très dynamiques, et pour nos deux marques aussi. Et le plan produit qu'on développe, notamment sur les véhicules électrifiés, nous aide à passer le cap et à envisager 2021 sur de meilleurs auspices. Voilà. Alors je le disais, c'est plus un épiphénomène, c'est une tendance, tout ce qui est électrique et électrification. Ça, vous le notez vraiment dans les prises de commandes, alors pour les particuliers, mais aussi pour les flottes. Est-ce que, par exemple, sur les flottes, ça représente combien tout ce qui est, on va dire, véhicule vert, entre guillemets? C'est quoi aujourd'hui? C'est très net. Nous, aujourd'hui, sur les deux marques, sur Jaguar et Land Rover, on a presque 2 ventes sur 3 qui se font avec une solution dite électrifiée, parce qu'on a différents niveaux d'électrification. 2 ventes sur 3. C'est quelque chose de très important. Le mouvement a été assez violent, je dirais, depuis 2019. Bien accompagné aussi, c'est vrai, par le législateur qui nous incite aussi à accélérer sur ces technologies. Mais aujourd'hui, sur la clientèle professionnelle, c'est absolument ces 2 ventes sur 3. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez communiqué en disant que vous allez arrive sur le marché le 85, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'électrique, c'est aussi d'autres formes finalement de mobilité et d'énergie. Donc il faut avoir aujourd'hui un panel vraiment complet pour. Oui, absolument. Nous, c'est notre analyse. Il ne faut pas injurier telle ou telle motorisation. On le voit à travers les échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires grands comptes, avec nos partenaires loueurs. Aujourd'hui, il faut être en capacité de proposer différentes solutions. Le PHEV est quelque chose de très important, mais je dirais que ce n'est pas la panacée suivant
je dirais, l'utilisation que font les véhicules, que font les collaborateurs du véhicule, suivant l'accès à des bornes de recharge que peuvent avoir les collaborateurs. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et nous, chez Jaguar Land Rover, on considère qu'on doit avoir plusieurs alternatives. Et il y en a une qui pour nous est extrêmement pertinente et crédible, c'est l'hybride flex-fuel, puisqu'on est bien sur un véhicule MHEV, donc avec une hybridation légère, et une motorisation flex-fuel 85. C'est-à-dire que James Bond pourrait conduire une voiture flex-fuel. Alors, vous êtes partenaire de James Bond, donc. C'est vrai. Bon, on en parlera aux équipes produits, mais effectivement, en tout cas, on le lance, cette technologie, sur 3 modèles importants pour nous, 3 modèles à volume, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport et Jaguar E-Pace, ce qui montre effectivement l'ambition que l'on a. Et on est sûr de la pertinence de ce choix, parce qu'aujourd'hui, on a un déploiement des pompes 85 qui se fait. On a effectivement une incitation financière qui est évidente quand on voit le prix du FlexFuel 85. Donc aujourd'hui, on a une solution alternative au tout électrique qui est cet hybride FlexFuel 85. Et les flottes, ça les intéresse, le 85 ? Alors les flottes, c'est là que nous, dans notre conseil, on va être très, je dirais, dans une approche TCO avec les flottes. On sait qu'on va être sur un véhicule essence thermique, ce qui fait qu'en termes d'impact, notamment TVS, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Nous, on est très prudent dans l'approche qu'on fait avec les flottes. Et quand on propose effectivement des solutions, que ce soit PHEV, plug-in électrique ou flex-fuel, cette motorisation flex-fuel peut convenir pour une certaine utilisation, un certain kilométrage et suivant, je dirais, le paiement de la TVS ou pas qui en sera faite. Alors, avant d'y revenir, on va donner la parole à Olivier Valado. Oui. Donc, vous êtes à la tête de Mobility Manager chez Natixis Group. Sur la flotte, comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que d'abord, vous pouvez donner une photographie de la flotte ? Est-ce que effectivement, tout ce qui est électrique, tout ce qui est hybride est en train d'arriver, et dans quelle mesure, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui chez vous, dans la flotte ? Alors déjà, nous, on était relativement précurseurs dans la mesure où on a banni le diesel dès 2012 dans notre flotte. Et bien sûr, on s'est engagé directement vers l'essence et vers l'hybride et l'hybride rechargeable. Aujourd'hui, le taux de renouvellement de notre flotte est de 50% en véhicules hybrides rechargeables et électriques. Parce que toutes les populations ne peuvent pas passer à l'hybride rechargeable. En fin de compte, on a défini une car policy avec plusieurs typologies de collaborateurs qui peuvent ou non accéder. Je vous coupe. Quand vous dites pas tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a. Est-ce que vous pouvez donner des exemples ? Dans quelle mesure ça ne correspond pas à certains collaborateurs, l'hybride ou le tout électrique ? Alors, par exemple, les commerciaux qui roulent beaucoup, qui parcourent beaucoup de kilomètres et qui font en règle générale beaucoup de routes ou d'autoroutes, conservent les motorisations essence. En revanche, les collaborateurs et les commerciaux qui sont plus en urbain, là, on les oriente vers l'hybride rechargeable ou l'électrique pour certains managers. Donc voilà. Oui. Donc lorsque on envoie les cars policiers aux collaborateurs, on cible les collaborateurs et on leur envoie la bonne carte policie. Donc c'est-à-dire que c'est du sur-mesure aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir comme on avait avant le diesel, le tout diesel ou voire l'essence. Aujourd'hui, vraiment, suivant l'usage, c'est un peu ce que vous conseillez, j'imagine, à vos clients ? Absolument, non, je suis complètement d'accord avec le diagnostic de M. Valado. Il faut faire très attention à choisir, je dirais, la bonne motorisation pour les bons collaborateurs. Et surtout, nous, ce que l'on observe chez les sociétés qui effectivement gèrent de manière très pragmatique et très efficace l'électrification du parc, ça doit s'accompagner d'un écosystème dans l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de l'accès à des bornes de recharge, je parlais de la façon dont on accompagne le collaborateur à s'électrifier à domicile. Voilà, toutes ces choses-là qui doivent être prises en compte et qui justifient le fait qu'une car policy, aujourd'hui, elle ne doit pas être 100% orientée sur telle ou telle motorisation, mais elle doit laisser la palette pour qu'effectivement les fleet managers puissent prendre les meilleures décisions. Alors, est-ce que c'est avantageux, d'ailleurs, économiquement, si on parle gros sous, oui. De passer, hormis l'écologie, justement de passer à l'hybride ou tout électrique, où c'est vraiment de l'image. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dans les entreprises aujourd'hui, donc comment ça se passe ça ? Alors c'est un subtil équilibre, c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'intérêt TCO pur, où on va effectivement partir d'un prix
plus élevés. Parce que le diesel est encore Ah intéressant. oui, absolument, absolument. Non, le diesel est encore intéressant. Et puis aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de constructeurs qui arrivent aussi avec des motorisations qui sont propres. Et puis le diesel, effectivement, d'un point de vue TCO, fait encore, je dirais, sens pour, par exemple, des équipes commerciales qui roulent beaucoup. Donc nous, la recommandation que l'on fait, c'est de se dire, voilà, calculons effectivement le loyer financier pur, mais qui est de moins en moins une composante importante du TCO. À côté, effectivement, il faut intégrer les contraintes RSE qui sont très importantes pour les entreprises. On le voit dans les appels d'offres, c'est un sujet qui est important. Et puis la troisième chose, j'y reviens, qui est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, difficile à manier, c'est justement dans quelle disposition on met les collaborateurs pour l'utilisation de l'électrique. Parce que comme le disait justement M. Valado, demain vous mettez toute une flotte de commerciaux à rouler avec des PHEV sans qu'ils ne se rechargent jamais. Vous allez avoir des surprises au niveau du TCO. Donc ce diagnostic, il doit être fait ensemble et c'est un gros travail qui est fait dans toutes les entreprises. Ouais. Olivier Valado, alors justement, est-ce que les collaborateurs rechargent leurs véhicules hybrides ou pas? Et est-ce que vous avez mis en place, on va dire, une incitation pour qu'ils le réalisent? Oui, alors déjà à la base, on a équipé l'ensemble de nos sites de points de recharge. Donc ça, c'est le minimum requis, on va dire, pour les inciter à le faire. Ensuite, effectivement, on surveille aussi leur consommation, c'est-à-dire qu'on vérifie de temps en temps quand même par rapport aux états carburant si le collaborateur recharge son véhicule. Après, entre guillemets, on n'est pas dupe, c'est-à-dire que sur certaines populations ne suivent pas forcément ces prérogatives, mais quelque part, on veille quand même à ce qu'ils le fassent. Et puis, on est prêt pour certains d'entre eux, s'ils ne jouent pas le jeu, à revenir aussi en arrière par rapport à ça. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, on cible vraiment la population, c'est-à-dire que par exemple, le manager qui vient tous les jours au bureau, bon, lui, on est à peu près sûr qu'il va recharger son véhicule tout le temps. Et puis, on s'est aperçu aussi que cette population, souvent, choisissait quand même ce type de véhicule et était plutôt voulait jouer le jeu à tout prix, voire même nous faisait des réclamations parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas suffisamment de bornes et ils ne pouvaient pas recharger leur véhicule. C'est-à-dire qu'on a vraiment des aficionados qui veulent vraiment jouer le jeu et qui veulent rouler en électrique en permanence parce qu'ils ont goûté l'avantage de l'électrique et ils veulent continuer à rouler en électrique en fin de compte. Alors ça, effectivement, Voilà. il y a une véritable, on va dire, poussée verte, mais en termes économiques, est-ce que le prix d'un hybride rechargeable n'est pas encore équivalent à un thermique? Quelle est la différence en matière de prix en matière de TCO entre aujourd'hui? Alors bon, indéniablement, effectivement, le prix catalogue, je dirais, facial des véhicules en électrique est plus important que sur des véhicules thermiques. Après, tout le travail que font les constructeurs aussi, avec les partenaires loueurs et avec les clients grands comptes, c'est le travail qui peut être fait sur les valeurs résiduelles, notamment pour permettre effectivement de sortir des loyers financiers qui soient justement les plus contenus possibles par rapport à des motorisations diesel. Donc ça, c'est un travail aussi que l'on fait avec nos partenaires. Mais encore une fois, dans le calcul économique qui est fait, le loyer financier, le prix du loyer financier est une chose, mais tout l'écosystème en est une autre. Voilà. Alors, sur l'écosystème, justement, est-ce que vous participez à l'écosystème dans la mesure où vous aidez à installer les box à la fois pour les particuliers, les bornes dans les entreprises? Comment ça se passe chez Jaguar Land Rover? Alors, c'est vrai qu'on a, on a un département, nous, c'est un Jaguar Land Rover France, qui est donc Jaguar Land Rover Fleet and Business, qui effectivement nous permet d'avoir une approche, je dirais, consistance et globale auprès de notre clientèle. Donc, on s'appuie sur des partenaires, notamment, pour pouvoir effectivement proposer des solutions, je dirais, tout comprises d'installation de bornes. On n'a pas la prétention de nous-mêmes, je dirais, prévoir le déploiement de tous ces bornes Jaguar Land Rover, mais voilà, on s'appuie sur ces partenaires pour pouvoir aider les grands comptes et aider les flottes à pouvoir s'équiper. Olivier Valado, est-ce que en termes d'équipement, justement, vous êtes bien équipé? Et est-ce que les collaborateurs qui font des kilomètres arrivent à trouver des endroits où se recharger en dehors de l'entreprise? Alors, et ça, effectivement, c'est la grande difficulté aujourd'hui. C'est le réseau de bornes de recharge.
même pour nous, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour leur donner une carte de recharge, alors maintenant, il y a la carte Total qui permet, qui est multi-énergie, mais la plus grande complexité de ça, c'est d'avoir la bonne carte pour la bonne borne. Le nombre de bornes ne semble pas suffisant, surtout lorsque Donc, il y en a vous 35 000 arrivez aujourd'hui devant en la borne France. et qu'elle est hors service, Ouais, il y en par a 30. exemple. Olivier, il Ça, y en a c'est 35 surtout 000 aujourd'hui en voilà. France et 100 000 à la fin de l'année, ce que promet le gouvernement. Mais c'est encore insuffisant. Oui, alors, mais si c'est comme, enfin bon, si Oui. c'est comme le reste, on n'est pas près de les atteindre. À mon avis, c'est là où le bas blesse, si je puis dire, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs, on incite les entreprises ou même les particuliers à s'équiper en véhicules hybrides ou électriques, mais derrière, la maintenance arrive après. C'est un petit peu, moi je prends souvent l'exemple suivant, c'est un petit peu comme si on avait demandé aux personnes au début du XXe siècle d'acheter une voiture, mais sans qu'on ait un puits de pétrole de construit. Enfin, c'est un petit peu ça ma façon de voir les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est totalement insuffisant et ça n'incite pas les entreprises à aller plus loin. Parce qu'on a toutes ces questions, nous, qui nous sont remontées à notre niveau par les collaborateurs qui nous disent mais comment je vais faire, comment ça va se passer, donnez-moi les moyens. Donc il y a le côté anxiogène de l'électrique qui ressort encore plus par rapport à cette absence d'infrastructure et de bornes de recharge. Voilà. La tendance suivra, disait le général de Gaulle, mais c'est vrai que, alors moi pour utiliser aussi souvent de l'électrique, c'est vrai qu'il y a quand même l'angoisse de ces bornes, de les trouver. Certaines sont complètement HS, donc c'est vrai que dans les entreprises où on a besoin aussi de ces véhicules pour travailler, c'est quand même compliqué. C'est vrai, une interrogation, une angoisse. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette angoisse des clients? Oui, alors c'est vrai que ça pénalise beaucoup le 100% électrique, je dirais. Alors, c'est vrai que quand on est sur du modèle 100% électrique, et on le voit nous, à travers nos analyses, on va avoir effectivement affaire à je dirais une clientèle qui est très urbaine, parfois sur un deuxième ou troisième véhicule, pour effectivement s'éviter l'angoisse des grands déplacements sur autoroute. Et c'est là que la solution plug-in hybride rassure, parce qu'effectivement, avec plug-in hybride, on ne sera jamais, je dirais, en rade. Mais vient le problème effectivement de l'utilisation d'un moteur du coup à essence, en tout cas chez Land Rover, qui va effectivement faire, je dirais, exploser entre guillemets vos coûts d'utilisation par rapport à ce que vous avez peut-être prévu en voyant une consommation moyenne avec Ah oui, l'électrique. parce que si on n'utilise qu'en thermique, Absolument, son absolument. hybride, Et nous, l'approche que l'on a, c'est d'avoir une approche qui soit, vous voyez, la discussion qu'on peut avoir ensemble, c'est cette discussion d'avoir avec les clients. C'est de bien peser, effectivement, voilà l'utilisation que vous pouvez faire de ce véhicule-là, voilà effectivement l'infrastructure minimum qu'il faudra avoir. Nous, on considère que pour effectivement faire l'accession d'un véhicule plug-in chez Jaguar Land Rover, il faut avoir un accès, je dirais, facilité à l'électrique. Sinon, on va avoir un effet, je dirais, déceptif en termes de TCO. Et nous, c'est ce qu'on va absolument éviter. Et c'est pour ça qu'on continue à côté de développer des solutions en hybridation légère diesel et notre initiative sur l'hybride flex-fuel. Alors le diesel a quand même une très mauvaise presse, évidemment, ça on le sait, alors que les moteurs n'ont jamais été aussi efficients et aussi bons, même en termes d'écologie. Oui. Vous en vendez encore auprès des entreprises. Est-ce que vous allez l'arrêter? On voit par exemple certaines entreprises, comme nous le raconte Olivier, que certaines ont décidé d'arrêter. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Alors on le gère, nous on est, encore une fois, alors sur la partie, je dirais, constructeur, quand on est comme ça un constructeur mondial, effectivement, on doit aussi composer avec toutes les spécificités de chaque marché. C'est-à-dire que chaque pays, la France est une effectivement, exception sur le diesel. la France est une exception sur le diesel. Donc ce qui est certain, c'est qu'au sein du groupe, on aura toujours vocation à développer des moteurs diesel au niveau mondial. On fait beaucoup d'efforts, ça c'est clair, pour réduire, je dirais, l'empreinte écologique, réduire le niveau de CO2, et on s'appuie aussi sur des partenaires qui gagnent en efficience et en efficacité sur les moteurs diesel. On est vigilant, on voit bien que le mix diesel, je dirais, descend, mais aujourd'hui, pour une certaine catégorie de clients, notamment les gros rouleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose de relativement incontournement en termes de TCO. Voilà. Mais certaines marques, pour ne pas les citer, comme Volvo, ont décidé d'arrêter ce type de motorisation. Est-ce que vous avez prévu dans la gamme d'arrêter un jour même le thermique, et à quelle échéance est-ce que c'est prévu? Alors nous, on a pris un autre engagement. On a pris l'engagement de dire que chaque nouvelle, depuis 2020, c'est que chaque nouveau modèle qui sera introduit par Jaguar Land Rover sera introduit avec une motorisation électrifiée. Voilà.
Donc on ne bannit Ça pas peut et être on une n'arrête pas le hybridation légère, diesel. quoi. Voilà, absolument. Que ce soit hybridation légère, hybridation plug-in. Donc On on a un rappelle véhicule l'hybridation 100% légère, je électrique. suis au feu rouge par exemple, le moteur se coupe. Absolument. C'est ce genre de Alors oui, c'est ça, c'est un petit situation. moteur 48 volts qui vient en relais d'un moteur thermique d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur on va arrêter le moteur thermique, mais bon, faut quand même pas oublier qu'un moteur PHEV, c'est aussi un moteur thermique couplé avec Ce qui est vrai. un relais électrique. Donc nous, on a plutôt c'est cette ambition de dire il faut absolument sortir des motorisations qui soient green, qui soient propres, et c'est ce qu'on fait en accélérant, parce qu'aujourd'hui on a quand même 11 modèles qui sont en hybridation légère, 8 en hybridation électrique et un moteur électrique. Mais on continuera effectivement de pouvoir proposer au catalogue effectivement des motorisations diesel sur lesquelles on continue de travailler beaucoup. Olivier Valado, vous avez dit que en fait vous aviez arrêté complètement le diesel, mais est-ce que pour les longues distances ça se passe comment? C'est en essence? Est-ce que c'est économiquement, est-ce que c'est rentable? Finalement, le diesel a aussi des vertus en termes d'émissions de CO2. Donc comment ça se gère ça? Je dirais que nous, ça a été une décision politique interne. Nous sommes très, très axés sur les aspects développement durable et sociétal chez Natixis. Donc, il n'y a pas eu de question à se poser de ce point de vue-là. En revanche, ce qu'on avait fait, c'est que on avait réduit les budgets TCO 2 ou 3 années auparavant pour se constituer, on va dire, une petite cagnotte au cas où, pour absorber justement cette transition énergétique dans notre flotte. Et puis, on s'est aperçu au fil de l'eau que, bon an, mal an, ça ne s'est pas vraiment répercuté comme on le pensait et que ça s'est lissé dans la durée. On a vu que le prix du carburant essence, notamment l'écart entre le diesel et l'essence, avait diminué entre-temps. Enfin, il y a tous ces aspects-là. Tous les aspects TVS ont réagi aussi de la même façon, c'est-à-dire que voilà, les taux de rejet de CO2 des véhicules essence ont baissé et ça n'a pas trop impacté notre TVS. Et du coup, bon, voilà, nos budgets n'ont pas vraiment subi cette transition énergétique. En revanche, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on n'a pas parlé aussi des zones de circulation restreintes qui vont nous obliger très rapidement à modifier nos habitudes en matière de motorisation. Et demain, c'est vraiment demain, quand on sait que le diesel va être interdit, que toutes les motorisations, même essence, vont être interdites dans 9 ans maintenant, dans la zone par exemple, dans le Grand Paris et même dans toutes les autres grandes villes. Lyon, c'est exactement le même problème. Cette grande agglomération cette année, en plus. Donc ça en fait 11 au total. Oui, c'est ça. J'ai vu ça hier. Et du coup, nous, en tant que fleet manager, sur cet aspect-là, on se pose vraiment des questions au-delà de la possession d'un véhicule et au-delà d'utiliser un véhicule. On gère maintenant de la mobilité, on est plus mobility manager, et on cherche plutôt des solutions alternatives aux véhicules. On en est là. C'est-à-dire que dans les grandes métropoles, on sait que les collaborateurs auront moins de besoin de véhicules. En tous les cas, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux pour circuler d'une façon ou d'une autre, voire même pour stationner leurs véhicules. On voit aujourd'hui la mairie de Paris qui est en train de supprimer les places de stationnement voiture, voire des 2 roues. On voit que la voiture, elle est quand même montrée du doigt et on réfléchit beaucoup plus à d'autres solutions alternatives à la voiture. Voilà. Ça vous inquiète? Parce que, alors, effectivement, les centres-villes vont être complètement interdits aux véhicules dits polluants. Ça va restreindre. Ça va changer aussi. Je pense que ça va accélérer le renouvellement des flottes. Comment vous le gérez, ça? Ça va surtout créer, je dirais, un territoire à 2 vitesses. Nous, c'est ça aussi notre analyse, c'est que les discussions qu'on peut avoir, elles sont tout à fait légitimes sur la disparition du diesel dans les grandes métropoles. C'est effectivement quelque chose qu'on acte. Mais en même temps, effectivement, il y a des territoires. Voilà, il y a des territoires et il y a des effets paradoxaux. Par exemple, aujourd'hui, effectivement, la part du diesel sur les ventes de véhicules neufs réduit, mais on n'a jamais eu de demande aussi importante du diesel sur le véhicule d'occasion. Ce qui fait qu'on a des cotes qui se traînent très bien sur le diesel aussi. Donc c'est tous ces paradoxes qu'il faut qu'on gère. Un ciblage urbain qui effectivement tente à écarter le diesel, et puis on a quand même le reste du territoire qui est encore très
intéressés, on va dire, par les motorisations diesel. Alors, on va prendre les questions de nos internautes avec Laurent Courtois. Très bien. Bonjour Christophe, bonjour Fabien, vous m'entendez? C'est bon? Bonjour, on t'entend. Très Bonjour. Donc j'ai une question pour Fabien, c'est pourquoi Jaguar Land Rover est-il le seul à faire le choix de l'hybride rechargeable avec le Flex Fuel, pardon? Alors, c'est une excellente question. Alors, on a pris effectivement voilà, cette décision stratégique de lancer effectivement un hybride flex fuel. Alors, ce n'est pas un hybride rechargeable. On va être sur une technologie hybridation légère associée à un moteur flex fuel pour, je dirais, 3 raisons. La première, c'est qu'on avait une technologie qui était disponible au sein du groupe Jaguar Land Rover, puisque par exemple sur les marchés sud-américains au Brésil, ils sont très effectivement orientés sur l'utilisation de bioéthanol. Donc, on avait une technologie qui était prête à l'emploi. Et puis la deuxième chose, on a analysé froidement la situation et les opportunités que nous offrait le marché français. On a observé un déploiement certain des pompes de flex fuel. On a observé que le coût du plein qui était fait était extrêmement compétitif. Donc une technologie prête, une volonté notamment des pouvoirs publics de développer les pompes. On s'est dit, ayons ça dans notre manche, dans notre gamme, sur une cible qui sera peut-être un peu plus particulier, profession libérale, peut-être qu'on sortira du scope des sociétés soumises à TVS, pour justement les émissions de CO2, le calcul des TVS. Mais en tout cas, on a pris cet engagement et je crois savoir qu'effectivement sur le marché premium, c'est une exclusivité qu'on va avoir. Mais effectivement, on devrait aussi avoir un mouvement de certains de nos confrères très prochainement. Ouais, c'est aussi une façon de faire baisser les taux de CO2 dans la gamme. Parce que oui, c'est quand même des véhicules qui sont lourds chez Jaguar Land Rover. Oui, c'est des véhicules qui sont lourds, mais c'est surtout d'avoir cette approche où il y a une exemption de malus, grâce effectivement au fait que le malus est défalqué de 40%, donc pas de malus, un carburant pas cher, une technologie éprouvée, garantie. On n'est pas sur de la monte post-usine, c'est vraiment des choses qui arrivent déjà fabriquées. Donc pour nous, c'est une offre qui fait extrêmement sens et on est agréablement surpris justement du carnet qu'on commence à engranger parce qu'on a commencé la commercialisation depuis 4 mois et ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. Olivier Valado, un dernier mot avant de se quitter. Malheureusement, ça passe très vite. C'est une technologie qui peut vous intéresser? L'Esplay Flex Fuel. Je vous sens dubitatif. Oui, parce que ça rajoute encore une complexité. Ça rajoute une catégorie supplémentaire de véhicules dans la car policy. Aujourd'hui, on doit déjà gérer, effectivement, comme je vous l'ai dit, plusieurs car policy en fonction, pour cibler les bons collaborateurs. Et là, ça fait là aussi, effectivement, une nouvelle catégorie à gérer. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas de sens, au contraire, je pense que c'est une opportunité pour les constructeurs de sortir ce type de choix et de possibilités. Peut-être pour les très grandes entreprises, par exemple, qui auraient beaucoup de flottes de commerciaux et qui décideraient carrément de basculer tout en flex fuel. Et là, ça aurait du sens d'un point de vue budgétaire, par exemple, et économique. En revanche, moi, par rapport à notre flotte à nous, la constitution de notre flotte à nous, je trouve pas pertinent. Je vous disais, nous, on est plus sur la recherche de solutions alternatives maintenant. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est quand même les effets Covid et les effets télétravail qui vont changer quand même les mobilités. Les collaborateurs vont moins rouler, ils auront moins besoin de véhicules aussi. Donc, voilà. On est plus dans la configuration de restreindre, c'est peut-être pas le mot, mais vraiment de limiter quand même les flottes de véhicules maintenant, voire diminuer dans certaines entreprises, avec tous ces effets-là. Merci Olivier Valado. Malheureusement, ce débat se termine. On pourrait vraiment en parler pendant des heures. Juste un dernier mot, Fabien Noël, avant de se quitter. Prochaine sortie, c'est quoi? Prochaine sortie. Scoop, si possible. Je ne vais pas être autorisé à vous partager des scoops, malheureusement. Mais effectivement, on a un nouveau CEO mondial, Thierry Bolloré, qui a pris ses fonctions là, ça 4-5 mois. Et il va dévoiler bientôt sa feuille de route et on va avoir des choses très sympas à annoncer sur les deux marques. Mais je ne peux malheureusement pas vous en dire plus encore.
C'est sûr. C'est sûr, je peux pas vous en dire. Bon, plus. merci infiniment. Merci de Prochain m'avoir James reçu. Bond, c'est au mois de mars, hein, je crois qu'il sort le Au mois de mars, prochain oui. James Alors Bond. effectivement, on s'adapte avec Covid. Peut-être qu'il sortira un peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que James Bond sort avec nos magnifiques Defenders dedans. Voilà, rendez-vous est pris. Quant à nous, on se retrouve. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. On se retrouve à 9h45, donc dans 15 minutes, pour parler d'ADAS et télématique embarquée au service des flottes pour une meilleure écosécurité, donc une meilleure RSE. Voilà, là aussi, un vaste programme avec Vincent Breton de chez Nissan. À tout à l'heure. Merci. Merci à vous, bonne journée.